sur l'intelligence artificielle et les systèmes énergétiques. Il est l'auteur de plus de 200 articles scientifiques ainsi que de 2 livres. Il a reçu de nombreux prix scientifiques pour ses recherches. Alors il est régulièrement consulté par l'industrie, par le gouvernement, mais aussi par les médias, pour sa compréhension et sa vision assez globale du problème et de la transition énergétique. Je pourrais rajouter aussi que c'est quand même un fameux animateur sur les réseaux sociaux et un bon ambassadeur de la recherche, il me semble, à l'Université de Liège. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici? Finalement, pourquoi est-ce qu'on parle énergie? Ça peut être résumé en une seule courbe. Donc ça, c'est la courbe des anomalies en termes de température observées au cours de ces dernières années. Et donc, plus on est haut, plus il y a des anomalies. Et ça, c'est la courbe de 2016, qui bat vraiment tous les records. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour les climato-sceptiques, en tout cas, de dire qu'il n'y a pas réchauffement climatique. Et donc, on sait d'où vient, en fait, cette augmentation de température. Elle vient de l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, des gaz qui réchauffent l'atmosphère. Et voici la répartition des gaz à effet de serre par secteur. Et on voit une chose importante, c'est que plus de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur de l'énergie, de la consommation d'énergie. Donc ça veut dire quoi? Si on veut vraiment suivre ces objectifs ambitieux de la COP21 qui visent à 2050 à avoir presque des émissions négatives en termes de gaz à effet de serre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut décarboner complètement le secteur de l'énergie. Il y a 3 technologies pour décarboner le secteur de l'énergie qui peuvent tenir la route vu nos immenses besoins en énergie. C'est le nucléaire, c'est l'éolien et c'est le photovoltaïque. Maintenant, qu'est-ce qu'on consomme exactement comme énergie? Vous voyez le portable ici, si vous travaillez toute une journée sur ce portable, vous allez consommer 1 kWh d'énergie. Quand je dis toute une journée, ce n'est pas 8 heures, c'est 24 heures d'affilée. C'est 1 kWh d'énergie. Par jour, le Belge consomme en moyenne 125 kWh d'énergie. 125 kWh d'énergie. Ça nous fait quoi? En énergie électrique, ça nous fait 80 TWh de consommation d'énergie électrique, 80 TWh de consommation d'énergie électrique, et 600 TWh d'énergie totale. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez à la TV qu'aujourd'hui on a produit 30% de notre énergie électrique avec des renouvelables, en fait ce n'est que 1/8 de ces 30% qui correspond à la production d'énergie renouvelable par rapport à notre consommation globale. Et donc si on voulait couvrir toutes nos consommations d'énergie avec des réacteurs nucléaires, il vous en faudrait construire 69. 69 en Belgique, 69 AP1000, le dernier modèle de Westinghouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en mettez plus ou moins 35 à Tihange et 34 à Doel, un peu moins chez les Flamands, le site de Tihange aurait une longueur de 10 à 12 km de long. Donc vous roulez avec votre voiture pendant 10 à 12 minutes sur les quais le long de la Meuse et vous voyez des réacteurs nucléaires. C'est ça l'ampleur de la transition énergétique. Vous devriez construire, si vous ne voulez pas de nucléaire et vous vouliez uniquement des éoliennes, il vous faudrait construire 30 000 éoliennes Enercon 126. C'est la plus grosse des éoliennes qui existent, 7,54 MW. 30 000 éoliennes. 30 000. Ça correspond aussi à ces 600 TWh à 3400 km² de panneaux photovoltaïques. En surface de toit bien orientée en Belgique, on a au maximum entre 3 et 400 km². 3400 km². La surface de la province de Liège en panneaux photovoltaïques. Maintenant, on a quand même des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles viennent principalement du secteur, j'ai envie de dire, du photovoltaïque, avec les progrès immenses qui sont faits dans le secteur à l'heure actuelle, et aussi les coûts qui ont diminué. Sur le grand photovoltaïque, donc les grandes unités de production photovoltaïque, on a remarqué que dans certains endroits du monde, les coûts avaient chuté à 24 € par mégawattheure.
c'est dans le Moyen-Orient, 24 € par mégawattheure. À 24 € par mégawattheure, le photovoltaïque met même hors business le charbon le plus sale qui existe. On a aussi eu d'immenses projets qui ont été faits dans le stockage, principalement dans la manière de construire des batteries, hein, qui sont en fait d'une technologie assez vieille, mais à bon marché. Néanmoins, si on veut régler le problème des fluctuations des énergies renouvelables en Belgique avec des batteries, il vous faudrait des centaines de millions de batteries Powerwall telles que celles représentées sur la figure. On a aussi d'autres problèmes. Si on veut vraiment y aller vers un monde avec 100% renouvelable, c'est nos réseaux électriques. Ils n'ont pas été conçus pour accueillir des énergies renouvelables. Ils ont été conçus pour avoir une puissance qui s'écoulait des réseaux de transmission au travers des réseaux de distribution vers le consommateur final, et pas pour que des dispositifs d'énergie renouvelable soient en fait connectés au réseau de distribution. Il va falloir changer complètement l'opération de ces réseaux de distribution, investir massivement dans ces derniers, et aussi changer la structure organisationnelle de ces réseaux-là, aller beaucoup plus vers des structures coopératives, des structures de micro-réseaux, de gestion locale de l'énergie. Et les problèmes de la transition énergétique ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est la courbe d'évolution de consommation de nos pétroles par année. Donc, vous voyez, vers 1997, qu'est-ce qui s'est passé en 1997? On a signé le protocole de Kyoto. Donc, c'est vraiment la première fois que les pays se mettent ensemble pour décider de diminuer leur émission de gaz à effet de serre. Quand on a signé le protocole de Kyoto, on était à 73 millions de barils de pétrole consommés chaque jour. 73 millions chaque jour. Depuis 1997, qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces efforts pour décarboner en fait, le secteur de l'énergie? C'est simple, on est à 96 millions de barils maintenant. En 2016, on est à 96 millions de barils. Et on a encore fait une progression par rapport à 2015. Donc vraiment, l'ampleur en fait, de la transition énergétique est colossale. Et cette soif de pétrole en fait, que nos sociétés ont, elle n'est pas prête en fait, de diminuer. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, dans les années qui viennent, le pétrole en fait, restera bon marché. Car le secteur du pétrole a profondément changé avec le pétrole de schiste qui est apparu aux États-Unis. Pétrole de schiste qui permet, dès que les prix augmentent aux alentours au-dessus de 50 $ le baril, d'augmenter la production de pétrole et de refaire rediminuer les prix et de garantir ainsi d'un pétrole toujours bon marché, au moins à mon avis, dans les 5 ans qui viennent. À cela, imaginez même que vous réussissiez votre transition énergétique, qu'on ne consomme que très peu, pas ou très peu de pétrole. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aussi que des endroits de la planète seront complètement déstabilisés, comme l'Arabie Saoudite, avec des guerres civiles, des crises de réfugiés et toutes sortes de problèmes en fait, qui pourraient aussi apparaître dans l'Occident, même si la transition énergétique était parfaitement réussie. Et puis, il y a un autre problème qui apparaît, une lutte qui est en train d'avoir lieu et qui est liée à la transition énergétique. C'est la grosse industrie, les grands réseaux électriques par rapport aux petites coopératives énergétiques, aux gens qui veulent produire, distribuer leur énergie localement. C'est une autre guerre, une autre facette très très importante de cette transition énergétique. Et c'est de toutes ces facettes dont on va discuter aujourd'hui. Et on va commencer, j'ai envie de dire, par les technologues, les scientifiques, les chercheurs de l'ULG, qui travaillent au jour le jour sur en fait, la mise au point de dispositifs pour la capture d'énergie renouvelable et aussi pour le stockage d'énergie. Notre première oratrice sera Madame Catherine Henrist, qui est docteur en sciences chimiques de l'ULG, chef de travaux dans le département de chimie, dans le service GreenMat en particulier, et spécialiste en fait des matériaux photovoltaïques. Elle est spécialiste d'autres choses aussi, mais c'est surtout des matériaux photovoltaïques dont elle va nous parler ce soir. Notre seconde speaker technologique, vous remarquez que l'université de Liège est une université très progressiste, donc on parle science, ce sont des femmes en fait qui ont la parole. C'est Madame Nathalie Diop, une ingénieure civile chimiste de l'ULG, qui est chargée de cours en fait, au département
de chimie, de chemical engineering depuis 2014 et qui est spécialiste de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de technologies de stockage, mais qui va nous parler très précisément aujourd'hui de la technologie, des technologies liées aux batteries. Et enfin, notre dernier speaker, qui est un jeune chargé de cours en fait, de la faculté des sciences appliquées, qui travaille aussi dans le département de Chemical Engineering et qui est M. Grégoire Léonard. Lui va nous parler en fait de toutes ces technologies power to gas, power to liquid, qui va transformer l'électricité, le CO2 et l'eau en un combustible gazeux ou liquide. Et donc, il va même nous présenter, peut-être nous parler même brièvement de technologies qui permettraient de capturer le CO2 dans l'air, donc un gaz à effet de serre dans l'air, et de le transformer en un combustible liquide qui pourrait être utilisé par la suite dans vos voitures. Voilà, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Sinon,